Imaginez un monde où tout ce que vous savez sur les lois de la physique n'a plus aucun sens. Un monde où l'univers, la réalité, tout ce qui nous entoure finalement serait écrit sous nos yeux. Ce monde, c'est évidemment celui de l'informatique quantique. Ça va être le sujet de cette vidéo et je vous l'assure, ça va changer absolument tout ce que vous pouvez savoir. Avant de parler de 2025, on va essayer de parler un petit peu du passé pour comprendre un petit peu d'où vient l'informatique quantique. Dans les années 40-50, des scientifiques comme Niels Bohr, Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger posent les bases de la physique quantique. Plus tard, dans les années 80, Richard Feynman suggère l'idée qu'un ordinateur quantique est nécessaire pour simuler efficacement des systèmes quantiques car les ordinateurs de l'époque classique ne peuvent tout simplement pas le faire. 5 ans après, David Deutsch propose le concept du calculateur quantique universel, un modèle théorique d'ordinateur capable de résoudre n'importe quel problème à l'image d'un ordinateur classique. Au début des années 2000, les premières expérimentations de qubits et des portes quantiques sont réalisées, posant les bases des ordinateurs quantiques expérimentaux. Dans les années 2010, des entreprises comme IBM, Google et Microsoft, notamment aussi Intel, développent des ordinateurs quantiques accessibles via le cloud, et en 2019, Google annonce avoir atteint la suprématie quantique avec son super processeur Sycamore dont on parlera plus tard. Et se vante évidemment d'avoir résolu un problème dans un délai totalement raisonnable. On va dire que c'est les toutes premières petites victoires du sujet en question. Pour ceux qui ont quelques bases en informatique, vous savez que les ordinateurs actuels, comme vous les connaissez, fonctionnent sur des règles très simples. Le 0 ou le 1, allumé ou éteint. Mais l'informatique quantique, c'est une chose totalement différente. C'est des machines qui ne suivent pas du tout les mêmes règles que l'on connaît. Elles plongent dans un territoire totalement inconnu, là où ce qui semblait impossible devient soudainement possible. Alors évidemment, ceci pourrait ressembler à un titre très accrocheur. Mais en exploitant des phénomènes physiques qu'on pensait réservés à la science-fiction, les choses peuvent vraiment changer. Pour revenir sur le fonctionnement classique d'un ordinateur, il faut savoir qu'il ne reconnaît que deux signes, le 0 et le 1. De ce fait, absolument tous les messages que reçoit le microprocesseur sont une combinaison de 0 et de 1. On dit qu'ils sont écrits en langage binaire. À chaque fois que vous allez toucher le clavier, que ce soit le A, le Z, le P ou le O, chacune des touches est composée par ces deux chiffres. Pour aller un petit peu plus en profondeur, chaque touche correspond à une combinaison électronique, ce qu'on appelle des octets composés de 8 bits. Chaque bit finalement est soit actif ou passif, c'est-à-dire qu'il libère ou non du courant électrique. De ce fait, chaque combinaison est totalement unique et peut être mémorisée et lue sous forme d'une suite de signaux électriques. Désormais, imaginez un ordinateur capable d'être à la fois un 0 et un 1. Oui, vous avez bien entendu, allumé ou éteint en même temps. Effectivement, ça paraît totalement fou, voire même totalement impossible. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec l'informatique quantique. On va pousser l'exemple encore plus loin et surtout le simplifier encore plus. Une lumière par exemple, elle peut être soit allumée, on va dire que c'est le 1, ou elle peut être éteinte, on va dire que c'est le 0. Et si je vous disais que vous étiez un super-héros et que vous pouvez la rendre à la fois allumée et éteinte en même temps, vous allez me dire mais c'est totalement impossible. Mais encore une fois, c'est exactement ce qui se passe avec l'informatique quantique grâce à un phénomène qu'on appelle la superposition. C'est un phénomène qui permet finalement aux ordinateurs de faire des milliers de calculs en même temps, une machine qui peut résoudre en quelques minutes des problèmes que nos ordinateurs classiques ne pourraient même pas résoudre en plusieurs siècles. Encore un argument qui paraît totalement dingue, et encore une fois non, ce n'est pas de la science-fiction, l'informatique quantique est déjà là et avance à pas de géant. Le marché en 2023 est évalué à 500 millions de dollars, un chiffre encore petit, mais d'ici la fin de la décennie, ce marché pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars sans forcément trop de difficultés. Pour la bonne et simple raison que cette technologie attire des investissements plutôt massifs, que ce soit de la part d'entreprises, de gouvernements, d'investisseurs privés, tous mis sur l'informatique quantique. Et évidemment, les géants de la tech américaine l'ont déjà compris. Google, avec son projet Sycamore, a atteint ce qu'on appelle la suprématie quantique. Ça veut dire que l'ordinateur quantique de Google peut résoudre des problèmes que les plus puissants supercalculateurs classiques ne peuvent même pas encore toucher. De l'autre côté, IBM ne se fait pas attendre avec le IBM Quantium qui permet à des chercheurs du monde entier d'accéder à leurs ordinateurs quantiques via le cloud. Encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, tout ce qui est exposé ici est totalement concret. Évoquer Google, IBM sans évoquer Microsoft n'est pas acceptable. Avec Azure Quantium, ils offrent déjà des solutions qui vont permettre de révolutionner des secteurs comme la santé, la finance et l'énergie. D'autres entreprises comme Reggie Computing et Yonkyu, sans oublier les géants chinois comme Alibaba et Tencent, investissent déjà des milliards pour ne pas rater le coche. Notons que l'informatique quantique n'est pas juste un concept, ça commence à changer des secteurs entiers. Par exemple, dans la santé, elle accélère la recherche et permet justement des traitements beaucoup plus personnalisés, notamment pour tout ce qui concerne les maladies complexes comme le cancer évidemment ou Alzheimer. En finance, elle optimise les portefeuilles. JP Morgan et Goldman Sachs ont déjà exploré des algorithmes quantiques pour potentiellement améliorer la gestion des risques et l'optimisation des portefeuilles. Dans la logistique, elle réorganise les chaînes d'approvisionnement pour les rendre beaucoup plus efficaces. Des entreprises comme DHL et Volkswagen expérimentent des solutions quantiques pour optimiser la gestion des entrepôts, des itinéraires de livraison, réduisant ainsi les coûts et évidemment améliorant l'efficacité. Le quantique est aussi présent dans le secteur de l'énergie. Le but, c'est de simuler des matériaux qui vont potentiellement révolutionner le stockage de l'énergie en elle-même. Par exemple, Honeywell et Microsoft travaillent sur des simulations quantiques pour concevoir des nouvelles batteries et des super condensateurs qui pourraient potentiellement améliorer le stockage
stockage de l'énergie en lui-même. Et pour terminer en cryptographie, évidemment elle remet en question nos systèmes de sécurité tout en les renforçant. NIST, le National Institute of Standard and Technology, est en train de standardiser des algorithmes qui résisteront aux attaques potentielles des ordinateurs quantiques. Il est maintenant temps de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'observer que les géants de la tech commencent déjà à s'intéresser à cette technologie et qu'il vaut mieux nous en tant qu'investisseurs déjà aussi s'y intéresser potentiellement pour comprendre comment ça fonctionne et pour pourquoi pas commencer à capitaliser à très long terme sur cette technologie. La technologie de l'informatique quantique est là et elle est en train de se transformer dans beaucoup de secteurs. Google avec son processeur Willow à 105 qubits a franchi une étape très importante. Ces machines qui nous paraissent totalement impossibles sont vraiment en train de changer notre façon de travailler l'information en elle-même. Cela dit, le sujet est encore très incomplet. L'informatique quantique a des défis qui sont extrêmement compliqués à relever. Par exemple, les qubits sont extrêmement instables et peuvent perdre leur état à cause des interférences extérieures. À l'heure actuelle, le taux d'erreur est encore très élevé, ce qui exige des corrections longues et coûteuses. Le nombre de qubits reste encore totalement limité, et bien qu'il y ait des machines avec plusieurs centaines de qubits, elles ne sont pas encore assez puissantes pour résoudre certains problèmes à grande échelle. Et pour couronner le tout, ces machines nécessitent des températures proches du zéro absolu pour fonctionner. Ça coûte cher et c'est très compliqué. On va essayer de lister les principaux coûts financiers qui sont associés à l'informatique quantique et évidemment les coûts estimés pour chaque catégorie qui sont quand même nombreuses. La fabrication des qubits de manière unitaire est extrêmement élevée, entre 50 à 100 000 $ par qubit. Le coût total pour 100 qubits s'élève donc entre 5 à 10 millions $. Le quantique sans infrastructure cryogénique est absolument impossible. Il vous faut donc un réfrigérateur de dilution. Son coût entre 1 à 3 millions $ et le coût annuel de maintenance cryogénique entre 100 à 500 000 $ par an. Il vous faut évidemment comptabiliser les coûts des lasers et des chambres vides, le système de laser entre 100 000 à 500 000 $ et les chambres vides entre 50 000 à 200 000 $ pour les plus grandes. Il vous faut forcément une équipe de recherche et développement. Les chercheurs spécialisés coûtent très cher, entre 200 000 à 500 000 $ par an, les ingénieurs et techniciens entre 100 000 à 200 000 $ par an. Le total annuel d'une équipe est entre 1 à 5 millions $ par an. Comptabiliser par la suite le coût des logiciels et des algorithmes, le développement des logiciels de maintenance coûte entre 500 à 2 millions $ par an. Les plateformes de développement quantique sous forme d'abonnement ou de licence coûtent pour les moins chers à 10 000 $ par an et pour les plus chers à plus de 100 000 $ par an. Les tests expérimentaux et les validations entre 200 000 à 1 million $ par an, les brevets et les licences entre 50 000 à 500 000 $ par an, la formation des employés entre 50 000 à 200 000 $ par an, les consultants et les experts externes entre 100 000 et 500 000 $ par an, et évidemment tout ce qui va concerner les abonnements cloud, l'accessibilité et les services partagés entre 10 000 à 100 000 $ par an. Le coût initial pour un système quantique à 100 qubits, installation de base évidemment, c'est entre 10 millions à 50 millions $, et le coût annuel pour l'exploitation et la maintenance, c'est entre 2 millions à 10 millions $ uniquement par an. Vous comprenez pourquoi les applications pratiques dans des secteurs comme de la finance ou de la santé sont encore en phase de recherche. L'informatique quantique repose sur des avancées majeures en physique, en matériaux, en algorithmes et beaucoup de problèmes techniques qui restent encore à résoudre. Mais surtout, le point financier qui reste quand même crucial dans toute cette histoire. Pour la bonne et simple raison que la plupart des projets dans ce domaine sont financés par des gouvernements ou des grands groupes technologiques. Les startups et petites entreprises ont évidemment du mal à suivre le rythme pour le moment, ce qui peut être compréhensible. Mais une chose qui est absolument certaine, c'est que l'informatique quantique est là. La technologie avance et son potentiel est absolument gigantesque. L'idée maintenant, c'est de comprendre comment, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir vous exposer, entre guillemets, à l'évolution de cette technologie. Vouloir s'exposer à peut-être une seule société dans ce secteur qui est encore jeune et précoce revient à jouer au loto. C'est un secteur qui n'a pas fini de nous amener de la volatilité, de l'incertitude et des mauvais résultats comme exposé juste avant, donc il vaut mieux pouvoir approcher le secteur pour le moment de manière très conservatrice. La meilleure idée est de pouvoir potentiellement passer par un ETF qui vient répertorier la totalité des sociétés qui ont publiquement déjà commencé à travailler sur cette technologie. Deux ETF principaux, le Global X Quantum Computing et le Prime Quantum Computing ETF. Le premier étant un fonds qui investit dans des entreprises qui développent des technologies d'informatique quantique, y compris des entreprises spécialisées dans les qubits, les systèmes cryogéniques et les logiciels quantiques. Le second, très intéressant aussi, qui se concentre sur des entreprises qui travaillent sur le développement d'ordinateurs quantiques tels que IBM, Microsoft, Google. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il inclut aussi des entreprises qui fabriquent les composants nécessaires à l'informatique quantique en lui-même. L'intérêt à tout ça, c'est que ça permet à votre portefeuille de s'exposer entre guillemets à l'innovation technologique quantique tout en diversifiant les risques, et ça permet aussi d'inclure plusieurs sociétés du secteur comme expliqué précédemment. Mais encore une fois, si vous chante d'investir dans des sociétés à action individuelle, vous le pouvez, notamment IBM, Alphabet, Google, Microsoft, Intel, D-Wave Systems, qui est justement l'une des premières entreprises qui offre des ordinateurs
ordinateurs quantiques commerciaux, et évidemment IonQ qui est spécialisé dans les qubits piégés et qui a été justement l'une des premières entreprises à être cotée en bourse via la Special Purpose Acquisition Company, ce qu'on appelle le SPAC, c'est-à-dire une entreprise coquille vide qui n'a pas d'activité propre mais qui est créée dans le seul but de fusionner avec une autre entreprise pour la rendre publique par la suite, c'est-à-dire cotée en bourse. Plutôt finalement que de faire une introduction classique, ce qu'on appelle une IPO, où une entreprise finalement elle va offrir des actions directement au public. Ce qui est intéressant, c'est qu'une SPAC elle se lance d'abord en bourse, puis elle cherche une entreprise avec laquelle fusionner par la suite. Pour résumer, IonQ c'est une entreprise de quantique qui utilise des qubits piégés, et la SPAC c'est une société coquille vide qui permet à IonQ de devenir totalement public sans passer par une IPO. Donc ce qui va nous intéresser désormais, c'est d'aller sur Graphique pour pouvoir analyser un petit peu tout ça. On se retrouve sur Graphique, on va essayer de regarder un petit peu finalement la liste que je vous ai préparée ici avec ce que j'estime être le plus intéressant. Donc les deux ETF qui sont présents ici avec le QUBT juste là, IonQ qui se situe juste ici et justement D-Wave qui se situe juste là aussi. Bon, on voit que c'est des graphiques qui sont très très récents. D-Wave est rentré en bourse a priori en 2020, ou du moins on a ces données là sur TradingView. IonQ à peu près en 2021. QBT finalement là c'est à peu près en 2008, d'accord, et QTUM à peu près dans les années 2018. Ce qui va être très intéressant d'observer ici, c'est que si on compare par exemple cet ETF au S&P, on suit exactement la même finalement courbure, d'accord, tout du moins d'un point de vue graphique. Donc ça va être important de comprendre qu'effectivement le quantique entre guillemets est déjà très relié finalement à la tech américaine. Donc ça revient finalement à évoquer un petit peu toute cette surconcentration de marché déjà présente avec l'intelligence artificielle, d'accord. Donc il va falloir vraiment pouvoir trouver des très bons timings pour potentiellement rentrer à l'intérieur de cet actif, tout du moins à l'intérieur de secteur, et surtout saisir le fait que il y a une très grosse corrélation entre les deux. Donc ça veut dire que si la bulle de l'IA ou justement Nvidia ou d'autres très grosses sociétés du Max 7 qui représentent quand même quasiment 28% du marché actuellement du S&P viennent à courber les chines, c'est-à-dire corriger, on risque d'avoir ici un ETF qui risque de fortement corriger parce que tout ce qui est quantique est justement un secteur d'activité secondaire pour la bonne et simple raison que c'est pas encore quelque chose qui est encore trop sur la table. Ici on peut voir qu'effectivement on n'est pas du tout sur la même courbure, pour la bonne et simple raison qu'en comparaison justement à cet ETF là ne prend pas en compte finalement tout ce qui va être les très grosses sociétés. Il est plutôt justement centralisé sur les sociétés qui sont novateurs dans les qubits et justement l'industrie cryogénique. Donc forcément c'est pour ça qu'on n'a pas du tout la même volatilité que cet actif. Au niveau d'IonQ graphiquement parlant, écoutez, évidemment on a très bien poussé, il n'y a pas trop de problème avec ça, d'accord, ça a très bien poussé ici depuis août 2024, ça a été absolument phénoménal d'un point de vue technique. Attention, c'est un investissement à très long terme, donc je m'attends qu'on vienne rejouer finalement dans ce très gros bloc baissier pour pourquoi pas finalement en faire quelque chose et rentrer des ordres à peu près sur ces niveaux-ci, à peu près pareil justement pour D-Wave, d'accord. Donc ça va être ce très gros bloc baissier que je vais pouvoir patienter. Évidemment je vais patienter des confirmations plutôt solides à l'intérieur, d'accord. C'est pas parce que vous analysez un projet, encore une fois en tant qu'investisseur, qu'il faut rentrer tout de suite dessus. Ok, il faut vraiment pouvoir acheter finalement au meilleur prix et pas acheter tout en haut. Évidemment c'est la règle de l'investissement, c'est vendre tout en haut, acheter tout en bas. Donc là il va vraiment falloir être patient, attendre des confirmations, parce qu'encore une fois le secteur est très dépendant finalement à ce qui peut se passer sur le S&P de manière unilatérale. Le S&P est évidemment un des marchés que je regarde le plus en ce moment, notamment justement vis-à-vis de la grosse bataille qui va pouvoir prendre place entre Donald Trump et Jérôme Powell, d'accord, dans on va dire la continuité de la politique monétaire établie par la Fed depuis maintenant quelques années, et justement les volontés très expansionnistes de Trump. Je ne vais pas forcément trop on va dire m'exposer à un marché technologique pour le moment que j'estime largement surévalué. Encore une fois, acheter des actifs concernant le quantique qui sont reliés évidemment au S&P ne me plaisent pas beaucoup pour le moment, mais on commence à avoir quand même des très beaux niveaux sur lesquels on va pouvoir quand même potentiellement pouvoir travailler à long terme avec toute l'analyse évidemment qu'on vient de pouvoir vous produire. Voilà, écoutez, merci beaucoup, on se retrouve du coup dans un prochain contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à potentiellement rejoindre le Discord directement disponible en description, d'accord, il est gratuit, on discute de trading, d'investissement, de finance, d'entreprise et j'en passe. Voilà, on se retrouve dans un prochain contenu. Salut tout le monde, ciao.